Tout d'abord, merci au groupe Fraissinet de nous avoir invités, le représentant du ministère de l'Agriculture. J'étais déjà venu il y a quelque temps et je me rappelle de discussions fort intéressantes avec le groupe Fraissinet sur la mise sur le marché, en particulier des substances organiques. Je crois qu'on a intérêt à rester, nous présents sur le terrain, à discuter avec les interlocuteurs. Je commencerai par ça, nous sommes votre ministère. Aujourd'hui, l'évolution des choses fait que ceux qui ont la parole sur ces questions-là, et ceux qui sont entendus, ceux qui sont sur la vague, comme on dit, qui surfent sur cette vague, c'est souvent des personnes qui ne sont pas du ministère de l'Agriculture, mais des représentants de l'environnement, des représentants de la santé. Je crois qu'il est important que le ministère de l'Agriculture garde une possibilité d'intervention sur ces sujets-là. On a évoqué des points très importants, j'essaierai d'y revenir lors de ma présentation, et en essayant de bien cibler ce qui nous est demandé, c'est-à-dire quelles sont les incitations, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner des solutions durables. C'est la vraie question. Et là, il faut être humble. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à être complètement déclencheur de certaines solutions durables. Pourquoi ? D'abord parce qu'on s'y est mis relativement tard. Et ça n'a pas été dit. Si les produits phyto, par exemple, sont utilisés depuis tellement d'années, c'était une solution facile, c'était une solution aisée, et on n'a peut-être pas anticipé ce virage qui a été opéré il y a quelques années, et qui est tout à fait normal, j'allais dire. Donc on a pris un petit peu de retard. Donc on y viendra tout à l'heure. L'autre aspect que je voulais évoquer d'entrée de jeu, c'était de dire, pour arriver à ces mesures incitatives, il va bien falloir qu'on ait collégialement admis un système, une norme, quelque chose qui nous permette de dire, voilà, si on fait ça, on est effectivement sûr de pouvoir aboutir à des solutions durables sur ces enjeux environnementaux. Donc ça pose la question, vous avez parlé d'HVE, vous avez parlé des solutions raisonnées, il n'y a pas que ça, hein, c'est un vrai problème. Oui, c'est peut-être le mien. C'est le mien, pardon. J'éteins. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur ces... HVE, c'est peut-être pas formidable, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on prend ? L'agriculture raisonnée, vous l'avez dit, d'autres ont dit, c'est dépassé. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Et qu'est-ce qu'on va prendre de manière durable aussi pour l'agriculteur ? Parce que l'agriculteur, il ne faut pas le trimballer tous les 2 ans en lui disant aujourd'hui c'est raisonné, demain c'est HVE, troisièmement... Bon. Donc, nous, on change de ministre assez régulièrement. Ça n'aide pas parce qu'ils peuvent avoir des idées nouvelles. Donc, tout ça fait qu'on est sur quelque chose qui bouge. Et on va essayer de stabiliser un peu les choses. C'est ce que je vais vous présenter sur ces mesures incitatives qui sont pour moi la clé de voûte du dispositif. Donc, ces mesures gouvernementales, il y en a toujours 2 types. Quand on me voit, généralement, on me dit « Ah, c'est le ministère de l'Agriculture, donc c'est la réglementation ». Donc on a caractérisé de manière claire l'individu qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui est là pour faire de la réglementation. Et les mesures incitatives, là, on en parle, mais pas trop derrière, sur les mesures d'accompagnement non plus, les types de financement, les mesures agro-environnementales, le plan végétal environnement, on va y revenir tout à l'heure, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être mises en avant. Alors sur la partie réglementaire que je vais développer, il y a 2 points, j'ai essayé de séparer les choses en 2, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette présentation a été faite avec mes collègues du bureau de la réglementation et de la mise sur le marché. Donc vous aviez vu notre collègue François Hervieux qui était venu, le responsable de ce bureau, qui m'a demandé de vous saluer au passage, et également avec Stéphanie Marton-Gasquet qui est la responsable des matières fertilisantes. Donc c'est ces 2 personnes avec qui on a préparé ce diaporama. Pour essayer de vous donner au courant de cette évolution et en particulier d'être très précis sur la partie réglementaire. Un règlement qui est soit européen, soit national, on va le voir sous 2 angles. D'une part, les produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, et donc j'ai ciblé sur les produits de biocontrôle parce qu'aujourd'hui c'est ça qui peut être intéressant. Le reste, je pense que vous connaissez déjà la réglementation sur les produits phyto, même si elle a évolué. Et puis ensuite, le cadre réglementaire des matières fertilisantes. On va voir ça en 2 temps. Et puis on va regarder ensuite les mesures incitatives pour chacun des 2 aspects, à la fois les produits phyto et les matières fertilisantes. Alors, pour les produits phytosanitaires, le cadre européen a changé il n'y a pas très longtemps.
C'est ce fameux règlement 1107-2009 qui a donc modifié la donne sur la mise sur le marché des préparations et des produits phytopharmaceutiques. Ce règlement est un point important puisqu'il a introduit cette notion de subsidiarité, c'est-à-dire si on arrive à trouver un produit qui est moins nocif, entre guillemets, on va le dire comme ça aujourd'hui, il faudra privilégier ce type de produit par rapport à un autre qui pourrait être utilisé sur la protection des cultures. C'est ça un peu la nouvelle donne. Alors, traduit aussi de manière forte, ça a été la directive européenne sur l'utilisation durable des pesticides, la 2009-128, et qui demandait à chaque État de mettre en place un plan national pour la réduction de ces intrants. Nous, c'est le plan Ecophyto. Donc ce plan Ecophyto, ce n'est pas une vue de l'esprit qui est sortie du ministère de l'Agriculture, c'est d'abord la traduction, la mise en œuvre de la directive européenne. Et dans les États membres, ils sont tous en train de faire un plan qu'ils n'appellent pas forcément Ecophyto, mais qui traduit cette directive européenne avec des axes forts, la réduction, bien sûr, la meilleure utilisation. Et pour ceux qui ont lu le rapport du Sénat qui est paru récemment sur le plan Ecophyto, derrière il y a aussi toute la notion de protection de l'opérateur qui est mise en avant, et donc ce côté santé qui n'était pas trop au niveau du plan Ecophyto au départ. Le plan Ecophyto, c'était surtout une réduction d'utilisation. Et là, petit à petit, on a vu arriver ce côté santé, ce côté protection de l'opérateur, ce côté protection de l'environnement qui était déjà, mais ce côté protection de l'opérateur en particulier. Donc, on verra la traduction de ce plan Ecophyto. Et puis, donc, dans le cadre national, bien sûr, on a été obligé de toiletter le code rural sous les aspects ordonnance pour tous les aspects législatifs, et sur le décret de mai 2012, en particulier sur la partie réglementaire. Ça, c'est une mise en perspective de ce qui était dans la directive européenne, et ce toilettage a été opéré il n'y a pas très longtemps maintenant. Donc, le règlement 1107 est en vigueur depuis le 14 juin 2011 maintenant, et cette mise sur le marché des produits phytosanitaires qui est encore un petit peu critiquée. J'entendais hier encore un commentateur sur France Inter qui disait qu'il faut aller plus loin dans l'autorisation de mise sur le marché des produits. Donc c'est déjà renforcé par ce règlement, et il y a tout le versus utilisation des produits derrière qui est aussi très important. L'objectif étant d'assurer une meilleure protection à la fois pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l'environnement. Et donc cette obligation d'autoriser les produits phytosanitaires avec un champ d'application qui couvre la substance active et les coformulants, les deux. Voilà. Je rappelle que dans l'homologation, la première ligne de l'homologation, c'est la description du produit. Description du produit. Alors là, pour ceux qui font de l'organique, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Description du produit, c'est-à-dire que si c'est un produit Tartampion qui est composé de ça, eh ben, il y a réellement ça dans le produit, il n'y a pas autre chose. Hein. Voilà. Et ça, déjà, c'est un frein à ce que vous expliquiez. Parce que le législateur, lui, il ne veut pas que toutes les poudres de perlimpinpin arrivent sur le marché et aient une possibilité d'arriver à une autorisation. Donc il faut, on le verra tout à l'heure, cette marchandise loyale et marchande, un peu comme ils disent les gens de la DCCRF, pour pouvoir attester d'une stabilité, d'une véracité du produit, quoi. Ça me paraît très important, à la fois pour les phytos et à la fois pour les organiques. Donc les produits phytosanitaires, j'ai remis les points importants qui sont demandés à un produit, qu'il soit produit phytosanitaire, produit chimique ou produit de biocontrôle. Donc protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles. On est d'abord des protecteurs de la plante. Hein. Enfin, on ne le dit pas assez. Moi, je le dis. Et c'est là qu'on peut trouver, à mon avis, des liens très importants avec l'organique, parce que l'organique peut être aussi un déclencheur de réduction de pression de parasites. Ça j'y crois beaucoup. On en parlait tout à l'heure, il y a déjà des tests là-dessus, peut-être à finaliser, mais je crois que c'est très important. Donc, la plante est soumise à des contraintes, à ces organismes nuisibles. Je rappelle quand même que le réchauffement climatique n'aide pas. On a des nouveaux parasites qui arrivent émergents qui sont très importants. Je parle de la drosophile. La Drosophila Suzuki a envahi le territoire, et on se retrouve avec des pertes énormes sur fraises, sur framboises, sur des cultures comme ça. On a des émergences avec la chrysomèle du maïs,
que vous connaissez, et les mesures réglementaires qui vont aller derrière. Donc on est face à un développement de ces parasites qu'il va falloir essayer de contrôler. Donc contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un réseau de surveillance suffisant pour les voir arriver, premier point. C'est ce qu'on a essayé de faire au travers du bulletin de santé du végétal et de l'organisation de la surveillance biologique du territoire. Et puis en deux, c'est essayer de travailler sur ces nouveaux ravageurs avec des solutions, pas que chimiques, des solutions en amont, des solutions chimiques des fois, mais aussi des solutions autres que chimiques. Et là, le champ d'investigation est large. Pour la drosophile, on commence à travailler sur des solutions alternatives. Mais dès le départ, pas 20 ans après. Le deuxième point, c'est, pour un produit phyto, c'est d'exercer une action sur les processus vitaux. Assurer la conservation des produits, détruire les végétaux, et puis ensuite, végétaux ou parties végétaux, ça c'est pour les herbicides, et puis ensuite freiner et prévenir la croissance indésirable. Là, je fais une petite parenthèse, quand on lit ça, et qu'on pense phosphite, bon, François Hervieux, on avait eu un débat ici sur les phosphites. Vous avez vu la réglementation sur les phosphites qui a été un peu durcie, là, parce que les phosphites, il y en a certains qui ne répondent pas à ces questions-là, peut-être, mais en tout cas, ce sont des produits qui, aujourd'hui, doivent être considérés comme des intrants phytosanitaires. C'est fini le temps où on passe les phosphites comme fertilisants avec une norme ou quoi que ce soit pour travailler sur le mildiou de la vigne, de la tomate ou autre. On est sur un intrant phytosanitaire qui doit passer en autorisation phytosanitaire classique. Donc ça a été, je pense, clarifié. Vous me direz si tout à l'heure vous n'êtes pas d'accord. Ensuite, sur les produits concernés. Alors, j'ai mis deux couleurs exprès. Il y a en fait, la grande partie, c'est les molécules chimiques. Hein. Combien on a de molécules chimiques aujourd'hui? Combien on a de substances actives autorisées aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en avons, je vais demander à ma collègue à Paris, puisque j'étais à Paris mardi, le chiffre exact mardi, donc c'était 358 molécules. Substances actives. Donc déjà, il faut arrêter les discours qui nous ont fait à gauche ou à droite par des personnes qui n'y connaissent rien, c'est pas 700 molécules, hein. C'est 350. Et on a réduit d'une manière drastique ces produits phyto, ces substances chimiques, à cause de la réévaluation européenne qui a été mise en œuvre et qui écarte de manière drastique tout ce qui est produit à toxicité forte, on va dire, CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. On a une visée très claire sur les produits à contrainte substances endocriniennes. Et puis, on essaye aussi d'écarter le plus possible tous les produits qui vont soit se retrouver de manière massive dans l'eau, etc., etc. Donc ça veut dire que l'agriculteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on l'écoute puisqu'on est son ministère. Il nous dit, j'ai plus de quoi traiter mes cultures, il y a un problème. Et les méthodes alternatives n'étant pas là tout de suite, comment je fais? Donc c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est essayer de joindre les deux bouts. J'expliquais tout à l'heure, ce qui me paraît important, c'est quoi? C'est qu'on arrive à s'entendre et s'écouter jusqu'au bout. Je prenais l'exemple du désherbage du maïs. Le désherbage du maïs, on nous dit, on retrouve des produits herbicides maïs très fortement dans l'eau. C'est vrai. S-métolachlore, acétochlore, tout ça, ça a été retrouvé et c'est massivement dans l'eau. Et d'ailleurs, un produit autorisé sur le maïs, mis en place aujourd'hui, va se retrouver dès demain dans l'eau. Pourquoi? Parce que les méthodes analytiques, maintenant, elles vont à un niveau de précision extrêmement faible. Et deux, comme on n'a pas beaucoup d'alternatives dans les matières actives, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc ça, c'est le pire pour des produits qu'on peut retrouver dans la flotte. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire? On avait dit aux producteurs de maïs, essaye de ne pas utiliser que des produits de prélevé du maïs, à base de métolachlore ou autre. Et là, il faut s'entendre jusqu'au bout. Que dit le ministère de l'Agriculture? Il dit, prouvez-moi, puisque vous faites ces traitements préventifs, prouvez-moi que s'il y a de l'herbe dans le maïs, eh ben on pénalise la culture. Qu'est-ce que j'ai comme réduction de récolte? Qu'est-ce que j'ai comme... Vous parliez de rendu des copies, là. Qu'est-ce que j'ai comme diminution d'intrants là-dessus? Bon, on va voir Arvalis. Il y a des choses, mais il y a peu d'études, je le disais à un collègue tout à l'heure, il y a peu d'études conduites sur 15 ans, quoi. C'est dommage, parce que, je reprends la phrase de M. Etienne, c'est la différence entre la météo et le climat, il a dit à un moment. Le climat, il fait ça chaque année. Bon, c'est dur d'y voir clair. Mais il y a quand même une tendance sur la météo fait ça, oui, chaque année. Puis le climat, la tendance, c'est plutôt le climat. Est-ce que, globalement, j'ai une réduction? Est-ce que j'ai une réduction et de rendement et de combien qui justifie les traitements?
Et pour s'entendre, il faut aller jusque-là. Autrement, on ne s'entendra jamais. Les uns diront toujours, vous traitez pas à bon escient, et les autres diront, voilà, on en a besoin, taisez-vous, vous y connaissez rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, une des solutions, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Arvalis, c'est des essais long terme sur ces questions-là pour essayer de dégager des tendances. Je crois qu'il faut tirer des deux côtés pour arriver à ce point de négociation sur quelque chose de construit ensemble qui permette de répondre aux questions. Ça me paraît important. On verra pour les organiques, c'est pareil tout à l'heure. C'est exactement pareil. Donc les molécules chimiques, bon, j'en ai parlé, c'est le gros paquet. Et puis maintenant, on est donc sur tous les produits qui sont en bleu, qui sont les produits de biocontrôle, micro-organismes, médiateurs chimiques divers et variés, substances naturelles. Et puis on a donc, ça c'est régi de la même façon que les substances chimiques par une AMM et par le règlement européen 1107. Et à côté de ça, on a défini une case spéciale pour les macro-organismes qui sont régis par un régime national qui est en train de se mettre en place et on va le voir tout de suite. Donc, ces produits de biocontrôle, quand on les reprend tous ensemble, le problème c'est qu'ils n'étaient pas définis réglementairement. Il n'y a pas une définition du produit de biocontrôle. Donc petit à petit, on a essayé de les rattacher à des cases, on va dire. Et c'est ça la grande nouveauté le changement sur ces réglementaires sur ces produits de biocontrôle, c'est qu'on va les rattacher à des cases qu'on appelle les substances de base ou les substances à faible risque. Avec un risque du moins vers le plus, les substances de base, je vais expliquer ce que c'est, les substances à faible risque, les produits phytosanitaires classiques, les substances chimiques classiques, et les substances chimiques qui sont sous condition de substitution, qui doivent être peut-être les plus à risque, hein, donc les plus regardées à la loupe, et on est en train de passer toutes ces substances petit à petit pour voir si on les laisse ou pas dans l'autorisation de mise sur le marché. Donc contrairement à ce qu'on vous dit quelquefois, oui, on travaille sur cette autorisation de mise sur le marché, et c'est fait de manière poussée par nos collègues de l'ANSES sur l'évaluation. Parce qu'à les entendre, ça serait fait un petit peu à la va-vite. Hein. Harmonisation des produits, donc on est sur, là vous le savez, une liste positive au départ, règlement CE, puis ensuite donc un passage dans les États membres avec une évaluation zonale qui se fait sur différents États membres et qui permet donc de valoriser et d'autoriser les produits phytosanitaires à base de ces substances actives. Vous voyez, 400 substances actives, si on met les produits de biocontrôle avec, et 4000 AMM qui sont délivrés in fine. Et puis, j'ai rajouté ces principes uniformes là, qui font que le travail que vous avez fait dans un État va servir dans les États membres à côté pour cette autorisation. Et donc, par contre, ça obligera l'utilisation du produit de la même façon dans l'État membre voisin. Alors, je reviens sur les deux points qui me paraissaient importants à développer, c'était ces substances de base et puis les substances à faible risque. Substances de base, regardez bien la définition, parce que demain, elle va servir de point d'appui pour introduire tel ou tel produit dans la catégorie substance de base. Substances non préoccupantes, sans effet toxique ou perturbateur endocrinien. Déjà, donc on a viré toute la partie potentiellement à risque. Ça peut être des denrées alimentaires, considérées comme des substances de base. La procédure d'approbation, dans ce cas-là, est extrêmement simplifiée et est illimitée. Donc là, j'ai pris des exemples, la prêle, le saccharose et la rhubarbe, qui sont actuellement les trois premières substances de base qui vont rentrer dans cette catégorie. La prêle, c'est fait. Le saccharose et la rhubarbe, pour l'instant, sont en discussion. Et pour l'instant, le ministère de l'Agriculture est partagé sur le saccharose comme la rhubarbe pour des effets toxiques. De la rhubarbe par exemple. Donc il y a discussion. En tout cas, ces produits, une fois qu'ils sont dans cette case, ils sont autorisés à être utilisés sans difficulté. Par contre, la même est obligatoire pour toute commercialisation. Donc si vous le faites chez vous, entre guillemets, vous pouvez l'utiliser. Si vous commercialisez, il faut une autorisation. Ça, c'est la définition des substances de base. Et puis, on a les substances à faible risque. Je monte d'un cran. Substances non classées, non persistantes, non ou très faiblement bioaccumulables, et ensuite sans effet perturbateur endocrinien, bien sûr. La procédure là est une approbation complète avec une approbation pour 15 ans, et ces produits à faible risque, cette deuxième catégorie, va ouvrir la voie à l'instruction de demande d'AMM en dérogation
sur 120 jours, ce qui était demandé par la profession pour un certain nombre de substances à faible risque, ce qui était demandé aussi dans les différents rapports des sénateurs et tout, qui disent allez-y plus vite dans cette autorisation des produits de biocontrôle, et bien ça va être par le biais des substances à faible risque qu'on va pouvoir y arriver, puisqu'on peut avoir cette évaluation en 120 jours européenne et puis une vérification nationale, je ne rentre pas dans le détail. Pour l'instant, cette catégorie est vide, mais on est en train donc... Là, on a posé la réglementation, quoi. On a posé les cases et on rentre les produits dedans ensuite. Voilà un schéma aussi important sur à la fois le délai d'instruction et sur les taxes qui sont demandées pour les produits. Donc là, vous voyez pour les substances chimiques, 10 mois pour l'avis de l'ANSES, c'est un minimum. Le délai de décision, c'est 2 mois quand il arrive au ministère. Et ensuite, 200 000 euros pour la taxe d'approbation État membre européen et 40 000 pour l'AMM. Vous voyez là aussi que pour les micro-organismes, comme pour les substances à faible risque, le coût est moindre, et bien moindre, pour inciter. Là, on parle de mesures incitatives aussi. Pour développer ce type de produit, on a aussi instauré un système qui permet d'avoir des taxes bien moindres sur ce type de produit, 40 000 euros ou 60 000 euros pour les micro-organismes pour la taxe EU et 2 000 euros pour les taxes AMM. Donc, je dis toujours, ce qui est un petit peu compliqué pour les produits de biocontrôle, c'est que souvent on n'est plus sur des grandes sociétés phyto comme on les connaît, très, très costauds là, mais sur des petites sociétés des fois. Quelques-unes développent des choses qui sont... c'est presque des start-up pour certaines. Donc voilà, ils n'ont pas trop les reins solides pour aller vers une homologation qui coûterait un pognon fou. Donc le ministère a essayé, par ce coût bien inférieur, de pouvoir inciter et de faire avancer ces dossiers-là. Et puis il y a les substances naturelles peu préoccupantes, troisième grand volet de cette réforme de l'autorisation, tous les produits qui sont composés exclusivement d'une ou plusieurs substances de base et d'une ou plusieurs substances à faible risque. Donc là, on a le purin d'ortie, c'est le premier qui était dans cette catégorie-là, qui est quand même largement utilisé. Et donc, pas d'exemption de l'obligation d'autorisation pour cette substance de base, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, une utilisation possible, mais pas de commercialisation. Autrement, il faut déposer un dossier. Donc, pour être clair, tous les Pékins qui veulent faire du purin d'ortie chez eux peuvent le faire. Par contre, si on veut le commercialiser, il faut une autorisation. Cette évolution réglementaire, on le voit, va se compléter avec cet article 77 du règlement, où on nous demande d'adapter des procédures pour les micro-organismes, les phéromones et les produits biologiques. Voilà le travail qui est en cours actuellement. Anne Duval, qui est au bureau de la réglementation chez nous, est en constante réunion européenne sur ces questions-là. C'est le dernier volet. Comment mettre en place une procédure d'autorisation de ces micro-organismes, phéromones et produits biologiques, et pour, bien sûr, en faciliter l'accès, puisque c'était ça l'objectif. Donc, déjà, on va dire, une cohorte de cases sur laquelle maintenant l'Europe a pu mettre en place les choses. Il faut rentrer les produits dedans. Et puis cet aspect micro-organismes, phéromones et produits biologiques, où il y a les procédures qui sont en cours de discussion. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire lesquelles sortiront, parce que c'est souvent compliqué, mais très vite, je pense qu'on aura une réponse sur ces volets-là. Alors, l'agriculture biologique, j'en parle un tout petit peu aussi, parce que donc il y a ce fameux article 5 là où les produits sont énumérés dans l'annexe 2 avec les produits qui peuvent être utilisés en bio. Je rappelle quand même simplement que le fait d'être sur cette liste de produits pouvant être utilisés en bio ne dédouane pas le produit d'être autorisé. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que dans ce schéma, on voit que la substance phyto, par exemple, si elle est considérée comme substance phyto, elle doit être d'abord approuvée en termes de réglementation de mise sur le marché, puis listée sur le règlement bio. Bon, vous voyez à quoi je fais allusion, la roténone, par exemple, qui a été réévaluée, qui est sortie du dispositif, et puis encore dans la liste bio, certain nombre de produits qui ne sont pas autorisés et qui vont nous poser problème à terme. Bon, il y a beaucoup de... J'ai pris l'exemple des sables quartzeux parce que c'est très utilisé par les bio actuellement. Et eux font l'objet d'une autorisation, bien sûr, et sont dans le règlement bio de l'autre. Et puis les macro-organismes, dernier point, puisque c'est la dernière catégorie, avec l'obligation d'une autorisation pour l'entrée sur le territoire.
Et savoir s'ils sont indigènes ou pas indigènes. Donc, qu'est-ce qui est fait actuellement? On est en train de recenser toutes les utilisations de macro-organismes. Je regarde madame qui a fait cette présentation ce matin. Donc, effectivement, qu'est-ce qui est utilisé? Déjà, premier point. Et ensuite, est-ce qu'ils sont indigènes ou pas indigènes? Alors là, vous voyez le débat, compliqué, hein, parce que, si on l'a, c'est qu'il est non indigène, voilà, donc est-ce que... Bon, c'est l'ANSES qui charge de ça. Nous, on est ministère de l'Agriculture, on ne veut pas mélanger la gestion du risque et l'évaluation du risque, vous le savez. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, on m'a donné la possibilité de vous dire la chose suivante, que le bilan de cette utilisation et du fait de savoir s'ils sont indigènes ou pas sera fait d'ici la fin de l'année, et les premiers dépôts de dossiers pourront être faits dans le deuxième semestre 2013. Voilà ce que je peux vous annoncer. Donc là aussi, on avance, macro-organisme. Alors vous allez me dire, vous avancez toujours à la vitesse du ministère de l'Agriculture. Bah oui, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre par rapport à ça, et on est obligé quand même et puis en plus, c'est européen, donc il faut discuter avec les partenaires, donc c'est toujours un peu compliqué. Alors on va parler ensuite, pour terminer, des initiatives nationales par le biais d'Ecophyto, faciliter la mise sur le marché des produits alternatifs et notamment de biocontrôle. Cette feuille de route biocontrôle qui a été assignée et la promotion de ces méthodes alternatives pour une agriculture durable. Alors, nous aussi, on a nos fermes défis, qui sont censées faire une promotion des méthodes alternatives, de l'utilisation de produits biocontrôle, de tout ça. Je dirais que c'est un peu compliqué parce que tout le monde a des fermes. Vous avez des fermes, vous avez des fermes, vous avez des fermes, vous avez des fermes. Bon, il n'y a pas forcément opposition. Toutefois, le but, c'est bien d'avoir des fermes de démonstration qui permettent de dire, voilà, je peux avancer dans la meilleure utilisation des produits, dans le passage à des biocontrôles, avec 3 niveaux de réflexion. 1, est-ce que c'est économiquement viable? Premier point. 2, est-ce que socialement c'est possible aussi? Et là, on rejoint, je pense, par la viticulture, par exemple, un certain nombre de choses qui sont dites par les uns les autres et qui ne sont pas socialement viables actuellement. On y pense peu, mais c'est un point important. Et 3, est-ce que le bénéfice-risque est suffisant pour l'agriculteur? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut justement être incité à faire ça ou pas? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. On a parlé, mais la difficulté, je le disais à M. Fassinet tout à l'heure, c'est d'avoir une approche systémique. Le pire, c'est de remplacer un produit phyto ou des produits phyto par autre chose. Vous voyez, ça c'est le pire. Pourquoi? Parce que quand on tire la ficelle, on s'aperçoit que, sur ses côtés, biodiversité, énergie, que sais-je, bilan carbone, on se plante complètement. Donc, cette approche, elle a été souhaitée par le ministère. C'est la critique qu'on a fait des MAE. Je le dis parce que c'est nous qui avons fait les MAE, donc il faut savoir se critiquer. Et la critique est bonne. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre des MAE incitatives, mais que sur la partie phyto, par exemple. C'est pas ça qu'il faut faire. C'était mettre en place des MAE, mais avec ce côté environnement global derrière. L'environnement global. C'est-à-dire, est-ce que par rapport au territoire, par rapport aux différents... La biodiversité, moi, en ce moment, c'est très tendance, la biodiversité. C'est pas que l'abeille, d'ailleurs, la biodiversité. Hein, je le dis, parce qu'il y en a qui pourraient penser, en lisant les choses, qu'il n'y a que l'abeille. Mais non, madame a montré qu'il n'y avait pas que l'abeille dans la biodiversité. Hein. Donc, les sols, très, très importants. Donc, est-ce qu'on peut... Moi, ma grande question en venant ici, et je la redis, c'est les amendements organiques qui sont poussés actuellement par notre ministre Le Foll. Est-ce que, ils sont de nature à pouvoir limiter les pressions? Si oui, voilà des choses qu'il va falloir nous mettre sur la table assez rapidement. Donc ce systémique, moi j'y tiens beaucoup, et c'est pas simplement dire oui j'utilise des produits de biocontrôle, ça suffit pas. Sur les matières fertilisantes, deuxième grand volet, mais je vais essayer d'aller vite, parce que là j'ai affaire à des connaisseurs et que Stéphanie m'a dit c'est pas la peine de rabâcher les choses qu'ils connaissent. La définition des matières fertilisantes et des supports de culture, je ne vous ferai pas l'offense de la répéter, mais c'est quand même intéressant de la voir, parce que il y en a qui oublient qu'il y a ce problème d'améliorer la nutrition des végétaux. C'est pas toujours dit, donc les amendements et les engrais organiques qui sont derrière. Le principe de l'homologation, c'est une homologation préalable pour les produits, bien sûr, à la mise sur le marché, délivrée par le ministère de l'Agriculture là aussi, et exempté, voilà, l'exemption elle est là,
Et c'est ce qui peut poser problème, on va dire, puisque l'exemption porte sur les produits à normes d'application obligatoire au RCE. Donc 95% de ce type de produits, matières fertilisantes, se trouvent dans cette catégorie, soit normes NFU, soit engrais CE. Et donc, échappant, dispensés d'homologation. Deuxième point, tous les produits encadrés par un plan d'épandage. Et troisième volet, les sous-produits de l'exploitation agricole, je vais dire ça comme ça pour aller vite, qui sont là aussi exemptés. Vous lisez bien la phrase du dessus, sous réserve de l'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux, de leur environnement, dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Je le répète. Et là, on a derrière une évaluation du risque qui se fait sur l'efficacité, l'absence d'effet inacceptable pour les végétaux, bien sûr, bénéfice-risque toujours fait par l'ANSES, et l'homologation pour 10 ans, pour une dizaine d'années, de ces produits, assortis éventuellement d'exigences en termes de post-homologation. Le point important, il arrive, c'est celui-là. Les critères d'évaluation, c'est d'abord l'innocuité, on l'a dit, mais j'insiste surtout sur le deuxième point, qui est la constance de la composition. Invariabilité, stabilité, constance. Ça, c'est un point qui est très important et que, petit à petit, nous serons amenés à contrôler davantage. Pourquoi ? Parce que, comme on va de plus en plus vers ce type de produit, encore une fois, notre ministre Le Foll a très clairement dit sa priorité vers les produits de biocontrôle pour la partie phyto et vers l'organique pour la partie fertilisation, on sent bien que derrière, il va falloir qu'il y ait quand même, là aussi, pas n'importe quoi de fait par n'importe qui, avec des compositions variables, avec... voilà. Donc on parlait avec un de mes locaux, là je ne le vois plus, des normes et du fait qu'effectivement ces normes doivent être suffisamment claires pour l'agriculteur. Je crois que vous avez un travail sur ces normes. Pour que l'agriculteur dise, si je prends un produit avec telle norme, sa composition, ça doit être ça, et l'autre, voilà. Est-ce que quand j'ai un produit organique où j'ai quelques déchets divers et variés qui sont mélangés, je suis sur... bon, s'il avait une lecture directe, ça irait beaucoup mieux. Là, il faut qu'il regarde le paquet pour savoir si... bon, peut-être qu'on peut encore s'améliorer sur ces questions-là. Donc moi, j'insiste sur cette constance de la composition parce que ça va être un point déterminant. L'efficacité, j'allais dire, vous y travaillez suffisamment pour qu'il n'y ait pas de souci, théoriquement. Hein ? Je pense que là-dessus, on fait confiance, d'ailleurs pareil pour les produits de contrôle, sur cette efficacité dans les conditions d'emploi décrites. Dans des conditions d'emploi décrites. Hein. C'est pour ça que je disais, il faut savoir, si je verse, combien je mets. Parce que c'est bien dans les conditions décrites, hein, à chaque fois. Donc, sur les produits NFU, donc, les avantages et les obligations, on va passer vite, je voudrais revenir plus sur un point qui portait à discussion tout à l'heure. Les obligations d'autocontrôle, ça j'y tiens parce qu'il doit y avoir des contrôles et du suivi, et que ce travail est de la responsabilité à la fois du metteur sur le marché, mais aussi de l'utilisateur des produits, très clairement. Donc ça, c'est peut-être à rappeler davantage encore, parce que ces compositions, des fois on souhaite regarder de plus près, doivent faire l'objet de contrôle par les uns ou les autres, mais en tout cas l'utilisateur est bien dans le circuit. Et puis donc les produits règlement européen, c'est souvent ceux-là qui sont utilisés avec des possibilités d'efficacité sur tel ou tel bioagresseur, par exemple. J'ai quelques exemples en tête. En viticulture, il y a un certain nombre de ces produits-là qui sont faits sous le manteau avec des préconisations très claires sur le mildiou, sur l'oïdium ou sur le botrytis. Le ministère n'est pas dupe, il est un petit peu loin du terrain, mais enfin, bon, on a un réseau quand même qui nous permet de savoir ce qui est fait. Et petit à petit, il faudra quand même que, là aussi, si ce sont des produits qui doivent passer en autorisation, ils y passent. Parce que, je le rappelle, un produit fertilisant ne doit pas avoir de soutien derrière pour une possibilité d'utilisation sur la partie phytosanitaire. Ça, c'est très clair. Hein ? On ne doit pas avoir la possibilité d'utiliser un produit sur un usage phyto, sinon, il doit passer clairement à l'homologation. Ça, c'est la théorie. Hein ? Mais bon,
petit à petit, on est en train de serrer les choses. Donc on a ces deux paquets, là, entre la partie européenne et la partie norme NFU. Je vais revenir maintenant sur les mesures incitatives et je vais essayer de distinguer les deux. Je pense que le point important du débat, il est là. S'il y avait des questions, ça serait peut-être intéressant de les cibler là-dessus. Sur les mesures incitatives pour les phytos d'abord et sur les mesures incitatives sur les fertilisants ensuite. Premièrement, sur les phytos. On avait l'existence des MAE et du PVE. Insuffisant. MAE, il y a plus de fonctionnaires qui s'occupent des MAE que de MAE. Alors, comment ça faire ? Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure pourquoi. Parce qu'on n'avait pas travaillé sur cet environnement global-là. Donc il faut favoriser des mesures de réduction d'intrants, mais respectueuses de cet environnement global. Et donc il faut avoir une vue sur à la fois les intrants, l'énergie, le bilan carbone, la biodiversité, je pourrais rajouter plein de choses derrière. Ça, c'est déterminant. Le deuxième point, c'est de privilégier des solutions systémiques, je l'ai dit. Bioagresseurs, fertilisation, mode de conduite, je crois beaucoup au mode de conduite des cultures, et la possibilité de réduire les intrants par le mode de conduite. Très clairement. Ensuite, s'appuyer sur des référentiels qualitatifs. Alors, j'ai mis ces deux-là, mais bon. Là, on discutait avec Rochard dans le bus hier. Joël, il me disait, quand j'étais en Nouvelle-Zélande ou quand j'étais dans d'autres pays, ils ont qu'une qualification. Et tout le monde a la même. Et nous, on n'est pas foutus de se mettre d'accord, alors c'est franco-français, ça, hein, mais sur une qualification qui permettrait d'avancer. Je crois que, bon, s'il y avait un message à faire passer à notre ministre aujourd'hui, c'est bien celui-là. Hein. Si on veut que la qualification nous aide à avancer sur ces problématiques, eh bien déjà, il ne faut pas qu'il y en ait 40. Hein. Nous, on a le SME en vigne, on a HVE, on a le raisonné, on a... Bon, c'est trop, l'agriculteur, il ne s'y retrouve pas. Et tout ont une pertinence, hein, moi, j'ai pas de... Mais à un moment ou à un autre, il faut définir, il faut avoir le courage politique de définir quelque chose qui va être le point central sur lequel on s'appuiera et que les agriculteurs iront chercher. Et ça me paraît important parce que, autrement, il hésitera toujours, l'agriculteur. Et du coup, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui iront vers ce type de qualification. Et puis une qualification, je rajoute par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est d'abord, l'agriculteur, il va se qualifier, mais pourquoi il se qualifie ? C'est pour en tirer un bénéfice, non ? Donc à regarder, c'est d'abord quel bénéfice on en tire. Et là, pardon de le dire, mais pour nous, l'agriculture raisonnée, ça doit encore être plus valorisable. Et on doit avoir vraiment des conditions un peu... je vais prendre un exemple caricatural. Sur un captage Grenelle, où il y a de la vigne, si le mec il fait du bio, c'est pas mal, non ? Est-ce qu'il y a un problème, là ? Et puis en plus, ça peut sauver les produits phytosanitaires ailleurs, quand il n'y a pas des transferts de ce type-là, quoi. Hein. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque en disant ça ? Eh bien voilà ce qu'on essaie de faire. Dans le cadre d'Ecophyto, on prend les captages Grenelle, on essaie de prendre les territoires à risque, entre guillemets, et on dit peut-être solution drastique là, et peut-être solution moins drastique ailleurs. Il y a des gens qui sont autour qui sont dans la salle que je ne connais pas forcément, mais j'ai vu les étiquettes et j'ai vu les gens de Maïs Adour, j'ai vu des gens de différentes structures que je connais, et ils font des choses. Il y en a qui font des choses sur des territoires. Ah, le point important, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas su. Nous, quand ce qui a été fait par Maïs Adour sur un territoire, captage, il est venu le présenter au préfet d'Aquitaine, le préfet l'a regardé les billes comme ça. Mais il n'était pas au courant. Donc c'est aussi, il y a un problème de communication derrière, de communication de ce qu'on sait faire et de pouvoir le valoriser derrière. Je crois qu'on n'est pas très bon là-dedans, collégialement, on le dit nous, mais vous avec sans doute, parce qu'on pourrait arriver à améliorer les choses. Alors j'ai pris des exemples. La réduction des intrants, c'est aussi, moi j'ai un côté, j'aime bien tout le côté matériel agricole, je ne suis pas spécialiste, mais j'aime bien ce côté-là. Bon, les green seekers, on a été voir des semoirs double rang sur le maïs. C'est intéressant ça. Pour étouffer très vite les mauvaises herbes, on va mettre des semoirs double rang, parce que c'est la concurrence de départ qui est importante. Hein. Et du coup, on étouffe très vite les mauvaises herbes, on a une meilleure efficacité, un meilleur rendement, etc. C'est pas encore développé, c'est pas encore peut-être au point. Mais voilà des idées intéressantes. Les green seekers, la tâche, quoi, on va traiter juste la tâche. Autre idée intéressante. Bon, l'orientation du Conseil vers une politique volontariste. Alors ça, c'est les chambres d'agriculture. Il faut vraiment qu'on change de paradigme au niveau des chambres d'agriculture sur une orientation beaucoup plus volontariste sur ces sujets-là. Et puis, un aspect sur le matériel avec cette réduction d'intrants. On a les pulvérisateurs. Hein. On a regardé avec l'IFV, on a regardé avec d'autres, peut-être moins en céréales, mais au moins sur les cultures type arbo, légumes, et viti.
un pulvérisateur, si on arrive à trouver des parades comme en vigne sur le face par face, on arrive à réduire de 20 à 30% les produits phytosanitaires. Donc ça, c'est un point important. Et sans beaucoup de transpiration. J'ai fini. Ensuite, bon, avoir un PVE incitatif qui pourrait être, dans un premier temps, face par face, pas trop incitatif, et puis beaucoup plus incitatif si le gars il va faire du confinement. Voilà des idées. Alors, je ne voulais pas terminer cet exposé sans parler de la recherche, parce que le point recherche me paraît très important, la recherche variétale, la recherche sur les biopesticides et les systèmes économes. On a repris là dans plusieurs exposés, il y avait à chaque fois la comparaison système bio, système traditionnel, conventionnel, ils appellent, et puis système économe. Bon, eh ben, il faut continuer à travailler sur ces trois systèmes, voir le lien avec le sol, comme vous le disiez, madame, ça me paraît important, et puis voir aussi, avec ces outils-là, ce que je peux faire, ce que je peux dégager, comme réduction intelligente d'IFT, pas réduction a priori, mais réduction intelligente. Et puis sur les fertilisants, les perspectives, c'est lesquelles? C'est d'abord favoriser l'optimisation des intrants organiques, notamment source, alors excusez-moi, il y a 2 fois source là, notamment source pour améliorer ou maintenir le niveau de production agricole et préserver les sols et l'eau. Ça, c'est un point qu'a donné le ministre comme ligne directrice à ses services. Et puis je citerai des projets Valdipro par exemple, où il y a une aide à la mise sur le marché des digestats de méthanisation qui est en cours. Bon, voilà un projet qui peut être intéressant. Favoriser les produits innovants naturels. Donc là aussi, je pense que le ministère mettra des billes pour pouvoir avancer sur ces sujets-là en organique. Et expertise collective lancée sur l'impact des matières fertilisantes contenant les matières organiques résiduaires. Donc là, il y a une expertise collective qui est lancée il y a peu de temps, qui devrait nous donner, comme les expertises collectives, au bout de 2 ans, je crois, des résultats assez probants, de manière à pouvoir orienter. Notre but, c'est ça, c'est essayer d'orienter, a priori, le travail qu'on fait sur ces matières fertilisantes. Je vous remercie de votre attention.